Il y a quasiment un mois, jour pour jour, mardi 17 janvier 2023, un gros 4x4 noir bloque une voiture devant les grilles fermées du poste de gendarmerie. Le conducteur du véhicule traqué en descend, appelle au secours, mais il est attrapé par des gros bras, jeté dans le 4x4 et emmené vers un endroit où il sera tué, après avoir été frappé, découpé, profané, ses os brisés. Bonjour. Je m'appelle Nathalie Yamb et ce qui se passe au Cameroun depuis la découverte de la dépouille suppliciée de l'animateur radio Arsène Salomon Bami Zogo, alias Martinez Zogo, dans la banlieue de Yaoundé le 22 janvier 2023, 5 jours après son enlèvement, ressemble à un film d'horreur et de gangster. Évidemment, beaucoup de fakes, de rumeurs, d'élucubrations et de wishful thinking propagés par des avatars anonymes sur les réseaux sociaux ou des papatos bien planqués à l'étranger incitent tout commentateur sérieux à la prudence. Mais j'aimerais quand même revenir sur certains aspects et vous faire part de mes réflexions. Cependant, avant cela, je vous demande, si ce n'est déjà fait, de vous abonner, de liker et de partager le lien de cette vidéo. La première chose que je veux évoquer est la bestialité qui a caractérisé la mise à mort de Martinez Zogo, qui est suffisamment consternante pour être soulignée. Le père, le mari, l'enfant de quelqu'un a été mutilé et torturé avec une brutalité digne des guerres de cartels de drogue sud-américains ou de la saga télévisée Game of Thrones. Le Cameroun nous a, hélas, habitués à des actes abominables commis par des bandits ou des hommes en uniforme. Le regard du bébé attaché au dos de sa mère peu avant que les militaires les abattent au nord en 2015 continue de me hanter, ainsi que les corps mutilés et brûlés dans le Nozo, notamment à Ngarbou et Kumba. Mais la chose la plus estomacante dans celui-ci, c'est l'insolence dont ont fait preuve les meurtriers, en allant déposer le corps à ciel ouvert dans un terrain vague pour qu'il soit vu de tous. Pourquoi, au lieu de faire disparaître le cadavre, l'a-t-on exposé de la sorte? Quel message voulait-on faire passer? L'explication la plus plausible est que l'assurance de l'impunité a conféré à ses auteurs et commanditaires une arrogance qui leur sera, on l'espère, fatale. Un autre fait irréfutable est que cet assassinat se déroule dans le contexte d'une guerre de succession au sein du régime au pouvoir. Même la victime faisait partie de cette clique, passant au gré des enveloppes bien garnies de laudateurs à contempteurs des uns et des autres avec une volatilité quelque peu déroutante. Deux clans minimum s'affrontent à Yaoundé, dans le sillage d'un très vieux président de la République qui vient de fêter ses 90 ans, comme si l'on était dans une monarchie et que la Constitution ne prévoit pas la marche à suivre en cas de vacance du pouvoir. L'un est organisé autour du secrétariat général de la présidence, l'autre autour des ministères de la Justice et des Finances. Au milieu, une figure se distingue, un ancien pousseur de charrette que certains ont décidé d'ériger en tycoon et qui deviendra de facto un milliardaire chargé des basses manœuvres du régime. Malversation, népotisme, favoritisme, abus de pouvoir, gros sous, gros seins, guerre des gangs, guerre tout court et beaucoup de sang versé. Ça se passe à Yaoundé et pas à Port-Réal comme dans la saga de la chaîne HBO. L'enquête est en cours et de gros poissons sont interrogés et en garde à vue. Le patron des renseignements généraux, son collaborateur chargé des opérations, d'autres agents, le tycoon, le DG de son groupe média, l'un de ses beaux-pères, il est polygame, il en a plusieurs. Le filet n'a pas encore été retiré des eaux saumâtres où il a été jeté. Et les nuits de certains pontes du régime ne doivent pas être très sereines en ce moment. Il y a pas mal de gens qui ont beaucoup à perdre si cette enquête va jusqu'au bout de toutes ses ramifications. Et ce manque de sérénité, couplé à la révolte populaire qui bruisse
suite à l'inflation des prix et à la stagnation des salaires pendant que les caisses de l'État sont pillées par des raclures qui gangrènent l'administration, est de nature à secouer sérieusement le Cameroun dans les prochains jours. Difficile pour toute personne sérieuse de s'avancer plus pour l'instant, surtout que je refuse personnellement de baser mes analyses sur les on dit que relayés par des services français comme Reporters sans frontières, les journaleux de RFI ou les autres médias subventionnés par le Quai d'Orsay. Une chose est cependant indiscutable. L'atmosphère à Yaoundé est lourde, comme dans le Crépuscule des dieux, l'opéra de Wagner, Richard, pas l'autre. Si l'on peut féliciter la promptitude avec laquelle Paul Biya a ordonné l'enquête qui laisse transparaître une volonté ou une velléité de vérité et de justice que l'on croyait disparue à jamais au Cameroun, on ne peut pas faire l'économie de reproches pertinents et graves. Certains se demandent pourquoi je n'attaque pas plus souvent Paul Biya. J'ai dédié ma vie au combat pour l'émancipation et la souveraineté des peuples africains. Dans ce combat, mes ennemis sont la France, ses complices occidentaux et ses laquais africains à la tête de nos États et au sein de nos administrations. Dans ce cadre-là, Paul Biya n'est plus au premier rang. Il a compris avec la crise de Bakassi qu'il n'y avait rien à attendre de Paris et il a enterré ses ambitions d'être le meilleur élève de l'Élysée qu'il avait exprimé précédemment au sortir d'une rencontre avec François Mitterrand en 1990. Sans bruit mais de façon déterminée, il a rendu insignifiants les intérêts sécuritaires et économiques français au Cameroun. Pour ceux qui ne le savent pas, le conflit de Bakassi se déclenche quand, après quelques escarmouches lors des années précédentes, l'armée nigériane envahit en décembre 1993 la presqu'île riche en pétrole et en poissons revendiquée par le Cameroun. Pensant pouvoir bénéficier de l'assistance militaire française prévue par les accords de coopération signés en 1974, Biya est surpris et déçu de voir le manque de réactivité de Paris, qui pensait avant tout à préserver ses propres intérêts pétroliers au Nigeria et qui n'accepte d'activer que très partiellement la clause d'assistance en 1996, soit 3 ans après le déclenchement du conflit, en se cantonnant à un peu de conseil et de renseignement dans ce que l'on appellera l'opération Aramis. Quelle différence avec ce qui se passe en ce moment où il n'a fallu que quelques jours à la France pour porter secours financièrement, diplomatiquement et militairement à l'Ukraine, à laquelle ne la lie aucun accord de défense, à contrario du Cameroun à l'époque. Bref, passons. Face à cette défection en rase campagne du pseudo-allié militaire français, le Cameroun empruntera la voie judiciaire et portera l'affaire devant la Cour internationale de justice de La Haye qui tranchera en sa faveur en octobre 2002. Ce n'est cependant qu'en 2008 que le retrait des troupes et de l'administration nigériane auront lieu. Tirant les leçons de cette lecture à géométrie variable des accords, Paul Biya s'est alors systématiquement attelé à les déconstruire et à les vider de leur substance. C'est ainsi qu'il n'est aujourd'hui autorisé que la présence de maximum 15 militaires français cantonnés à enseigner ou à faire du classement loin de toute tâche et information stratégique et qui sont obligés de porter l'uniforme de l'armée camerounaise. Il faut souligner que la doctrine camerounaise est de ne tolérer aucune base militaire étrangère sur son territoire et que le Cameroun a conclu en avril 2022 un accord de coopération militaire avec la Russie dont la signature a été accélérée par Paul Biya alors que l'Union européenne menaçait de sanctionner les pays africains qui avaient refusé de faire preuve de suivisme moutonnier à l'ONU. Rappeler tout ceci rend d'autant plus inacceptable et condamnable l'attitude de Paul Biya qui, après 40 ans de règne absolu,
a laissé prospérer dans son sérail des clans qui se combattent en versant le sang des Camerounais pour lui succéder dans le fauteuil ou pour s'assurer que celui-ci reste dans leur camp et qui ont tous pour point commun d'être les obligés de quelqu'un en France. L'Élysée, le Quai d'Orsay, Bolloré, Bouygues, les francs-maçons, le patronat, l'armée, etc. À quoi cela a-t-il servi de diluer l'influence française, de diversifier les partenariats, si c'est pour que le Cameroun retombe dans l'escarcelle de cet État voyou occidental après 40 ans de règne? Comment a-t-il pu laisser prospérer autant de criminels, de corrompus, d'agents pro-français dans son entourage en toute impunité? Qu'attend Paul Biya pour mettre de l'ordre autour de lui, ordre qu'il ose prôner pour la jeunesse lors de son discours du 11 février? Sur le plan de la gestion intérieure, son héritage est catastrophique. Non seulement il va laisser un pays où le tribalisme et la division sont à leur paroxysme, mais où les grandes ambitions et les grandes réalisations se sont avérées être de grandes affabulations et un grand néant. La misère morale qui caractérise le Cameroun n'a d'égal que la pauvreté criarde dans laquelle se trouve la majeure partie de la population, à l'exception de la petite caste dépravée, parvenue et corrompue qui gère le pays. Un Cameroun où les prostituées sont présentées par des membres du gouvernement comme des modèles de réussite sociétale d'une jeunesse égarée, où des hommes de médias qu'il est difficile d'appeler journalistes deviennent des francs-tireurs qui utilisent leurs micros, leurs journaux, leurs antennes ou leurs claviers pour régler des comptes contre rémunération, où le droit est penché, où les forces de l'ordre sont utilisées comme moyen de répression, où les grands commis de l'État font perdurer une situation pourrie aux noseaux pour se remplir les poches, où des militaires deviennent des tueurs à gages, où des procès débutent mais ne se terminent jamais, où des voyous sont intouchables, où des fonctionnaires peuvent accumuler 53 immeubles, où les milliards détournés ne sont jamais remboursés, où les condamnés à de longues peines de prison pour détournement de milliards se baladent en ville et surveillent sereinement la construction de leur chantier le week-end. Un Cameroun où celui qui vole un régime de plantain pour nourrir sa famille a plus de chances de crever en prison que celui qui vole 180 milliards de francs CFA du fonds Covid. On inscrit toujours la mort, la prison, la violence dans l'agenda d'un adversaire ou d'un combat politique en Afrique. Et cette violence est souvent instrumentalisée par ceux qui détiennent les moyens de l'État. À l'époque, c'était le colon, puis ceux qui ont remplacé le colon, qu'on a appelés les pères de l'indépendance. Et depuis, ça continue allègrement. Ça fait partie des choses qu'il faut casser et qu'on doit mettre sur la table à l'occasion de l'affaire Martinez-Zogo. Comment ceux à qui on donne les moyens de l'État s'en servent-ils dans la relation avec le citoyen? Je me bats au péril de ma vie pour notre souveraineté, pour que ceux qui nous aliènent de l'extérieur soient dégagés. Mais comment va-t-on s'organiser quand on va rester entre nous? C'est ce genre de questions qu'on doit se poser et pas seulement au Cameroun. J'interpelle aussi l'opposition. Il ne s'agit pas de remplacer Biya, Sall ou Sassou pour faire la même chose. Dites-nous ce que vous comptez faire. Exposez-nous la façon dont vous concevez la relation entre l'État et le citoyen pour qu'il soit assuré que tous soient égaux devant la loi, que tous bénéficient d'une justice impartiale et diligente et que les droits et la vie des petits soient aussi bien protégés que les droits et la vie des puissants. Pour terminer, je vois partout sur le net le hashtag Justice pour Martinez-Zogo. C'est bien,
Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas seulement pour Martinez Zogo que la justice doit être dite et faite. C'est aussi pour Bibi Ngota, pour Samuel Bouazizi, pour Engelbert Mveng, pour Monseigneur Bala, pour Brian Fombor, pour vous, pour moi, pour tous. Et c'est là-dessus que moi, personnellement, j'attends tous ceux qui prétendent vouloir diriger le Cameroun à l'avenir. Parlant de hashtag, en 2014, j'ai créé sur Twitter et Facebook le hashtag Pays penché pour le Cameroun. Faites une recherche sur Google et vous verrez. La suite de l'enquête sur l'assassinat crapuleux de Martinez Zogo nous indiquera si ce pays a la capacité de s'unir et de se redresser, ou alors s'il s'est complètement couché devant le mal, la médiocrité, la violence, la corruption, la division et le tribalisme. Quel Camerounais, quel Africain voulons-nous être? Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Qu'est-ce que chacun de nous, de vous, fait chaque jour pour se rapprocher de l'humanité, de la fraternité, de la modernité et de la prospérité à laquelle nous aspirons justement? Ou allons-nous, comme Daenerys Targaryen dans l'opus Game of Thrones, donner le mot d'ordre pour brûler chaque millimètre de cette terre africaine que nous prétendons aimer et pour laquelle nous nous battons? Dracarys. Je vous invite à en discuter poliment dans les commentaires et également pour ceux qui le peuvent à contribuer financièrement à mes cagnottes dont les liens s'affichent en dessous pour me permettre de continuer à produire du contenu éducatif. Que la responsabilité soit avec vous. Merci et à bientôt.